Le matériel provenant des fouilles du Vifournia va subir un premier tri et nettoyage, en revue d'enregistrement dans un logiciel informatique. Explication de la méthode aux intervenants. Alors, pour chaque sac, la méthode est toujours la même. Il faut préparer une étiquette. Donc ça c'est le modèle d'étiquette sur lequel il y a toutes les informations obligatoires. On a le numéro INSEE de la commune, 08 448. On a le lieu-dit, le Vifournia. Le numéro d'opération, qui est en fait un numéro qui nous est donné par la DRAC, par le service régional de l'archéologie. Et nous, on ajoute le numéro du site. Le numéro du site, c'est le numéro que nous, on a créé. Dans notre base de données, chaque site est identifié par le numéro INSEE de la commune, plus un numéro d'ordre. Le premier site, c'est le 1, le deuxième, c'est le 2, le troisième, c'est le 3. On met l'année, 2023. Comme c'est une fouille, on règle les mentions inutiles, prospection, découverte, poursuite, indéterminée. Et sur chaque sac, on va avoir normalement deux informations obligatoires. Le numéro d'US et le numéro d'inventaire. Là, en l'occurrence, ils ont oublié le numéro d'inventaire. Donc on n'aura que le numéro d'US, 1082. Mais sinon, normalement, il y a deux numéros à reporter. On met également le matériau. Là, en l'occurrence, on est sur de la paroi. Le matériau, ça va être lithique. Identification paroi. Voilà. Tu dis paroi de quoi? C'est la paroi du haut fourneau. En fait, là, on est sur des morceaux de la paroi du haut fourneau qui ont été décellularisés lors de l'effondrement. Et on les nettoie pour avoir une idée de l'impact de la chaleur sur les matériaux. Donc, pour chaque sac, on a l'étiquette qui est déjà préparée. Le mobilier, là, ne craint pas, puisqu'on n'est plus sur le charbon, on peut le laisser tremper. Et une fois qu'on a posé ces objets lavés sur la plaque, on va faire un double, voilà, la barrière avec un double trait pour bien séparer les différents lots. Pour pas qu'il y ait de mélange entre deux US, deux éléments, etc. Et une fois que la grille est pleine, alors on n'est pas obligé de la remplir parce que là on est sur du matériau un peu lourd. Une fois qu'elle est suffisamment remplie, on la met au séchage et on ressort une plaque supplémentaire. Et comme ça jusqu'à ce que tout soit lavé. Si vous voyez des choses inhabituelles au moment du lavage, il faut les mettre de côté. Les brosses à dents sont là. Il y a plusieurs couleurs, mais c'est toujours le même modèle. Là pour la scorie, il vaut mieux utiliser la brosse à dents dure, parce que ça décapera mieux. Il n'y a aucun risque d'abîmer quoi que ce soit. Chacun peut prendre un sac. Oui. Je vous les envoie. Très fini. 78. 90, non. Là, moi, je vois 78. On est en dessous, t'as un numéro. Ah non, c'est Mais un champ 2023, ouais. Ouais, c'est Non, 1078, on a le début du zéro là. 08 418, c'est ça 08 448. C'est le numéro INSEE de filet. C'est tous, on peut mettre tous, c'est le même numéro au départ. Chacun fait son étiquette. Opération, donc c'est la même pour tout le monde. Voilà. 33. De la scorie de forge ou de la scorie d'affinage. Ok. Ce qui est amusant parce rien dans la documentation historique nous permet de dire qu'on avait soit une forge, soit une affinerie. Au contraire, l'affinerie, on sait que normalement elle n'était pas là. Forge c'est toujours possible parce qu'il faut réparer les outils qui sont abîmés pendant pendant la réduction, etc. Donc c'est toujours possible. Mais en tout cas, on n'en a pas d'indice dans la documentation. Là c'est du calcaire coquillé et il n'y a aucun calcaire sur place. Et même à grande, il est très loin. Ouais. Donc c'est vraiment des matériaux qui ont été rapportés. Soit pour un élément technique architectural qui ne peut pas être réalisé dans la pierre locale, soit comme matériau pour rajouter dans le haut fourneau. On sait qu'on utilise du calcaire comme fondant par exemple. Oui, ça fait baisser la température de fusion de la scorie. Donc on a différents fondants utilisés et le calcaire coquillé pour en mettre. C'est la fin là? Ouais, si c'est magnétique, parce qu'il peut rester du fer dedans.
C'est même bleuté, tu vois, ça rappelle la couleur de gorge de pigeon de l'acier. Présence de fer. Pierreux, c'est rouge. Ça colle aux mains. T'as les mains. Ça aussi, c'est joli. Hématite. De couleur. Ouais, une sur deux, je pense. C'est peut-être trop, celle-là, non, ça va. Oh, ça devrait passer. Non, c'est bon. Donc tout ce qui est sur les plaques à l'heure actuelle en train de sécher, normalement ça sèche relativement vite. Dès que c'est sec, on va pouvoir le reconditionner. On va faire déjà un tri pour être sûr que le lavage a été bien fait. Parce que là, tu vois, par exemple, on a un cas de figure où le lavage n'est pas parfait. Donc on va sans doute être obligé de relaver pour avoir quelque chose de correct. Donc ce qu'on va faire, c'est tout reconditionner au fur et à mesure. Tout ce qui est sec, on le reconditionne, on le met dans un sac avec son étiquette, un sac propre, parce qu'il n'y a plus de terre, il n'y a plus de sédiments. Et on va inventorier tout ça. C'est-à-dire qu'on va l'intégrer dans la base de données directement, et c'est à ce moment-là qu'on va remplir les dernières informations, par exemple le numéro de fait qu'on va ajouter, C'est de la paroi aussi. le numéro d'inventaire, parce qu'ils n'ont pas tous un numéro d'inventaire, et le numéro d'inventaire unique, qui est en fait un numéro incrémenté automatiquement sur la base de données. C'est de 1 à X, qui nous permet pour chaque objet qui rentre dans la base de données, quelle que soit sa provenance, quel que soit son numéro d'inventaire ou son absence de numéro d'inventaire d'origine, de pouvoir l'identifier. Avec un seul numéro, on est sûr, absolument sûr d'avoir tel objet et pas tel autre. D'où l'importance de lui attribuer ce numéro, qui est, comme je disais, fait automatiquement par la base de données. Et donc tout ça va être inventorié, compté, pesé, identifié, rentré dans la base de données. Et comme ça, la base, après, nous fera des synthèses automatiques des éléments qui ont été découverts. Et c'est là qu'on va également prendre des décisions, comme tel échantillon de charbon, l'envoyer à un spécialiste pour identification. On a des échantillons de charbon qui ne sont pas forcément intéressants parce que le charbon est trop fragmentaire, du coup ne nous permet pas de faire des analyses. Et il y en a d'autres, au contraire, on a des morceaux suffisamment bien conservés. Là par exemple, ce morceau-là, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5. On a déjà 10 cernes rien que sur cette partie-là. Et là, on n'est pas loin de 20-25 cernes. Donc on commence à avoir suffisamment d'informations pour envisager peut-être une datation par dendrochronologie. Non, les grandes. Question. Tiens, ça c'est pas mal ça. Ils ont trouvé. Non, mais ça c'est pas. hypothèse. C'est une banane. Vous voulez autre chose? Une pomme. Chercher les Un kiwi. Tu peux pas avoir. C'est des licences. Alors, soi-disant, personne ne savait qu'il y avait des mégalithes. Ah bah, C'est la société. On les a jamais vus. La société des menhirs. Oh là là. Pour ces objets-là, c'est brosse à dents. Oui, et puis tu frottes Avec de l'eau? sans eau. Voilà, sur le métal, on travaille sans eau. Pour chaque objet, il va falloir que tu me le brosses bien pour éliminer un maximum de terre qui pourrait rester. C'est un pré-nettoyage avant la restauration. Pour les trucs comme ça, par exemple, qui ne sont pas vraiment des objets, là, on peut utiliser la brosse métallique et le scalpel. Ok. D'accord? Donc au fur et à mesure, je te laisse le pied à coulisses. Je ne te ferai pas l'affront de te demander si tu sais comment on s'en sert. Et puis moi je vais rentrer les informations. Donc à chaque fois je vais récupérer le sac. C'est lourd.